Tout pour investir. Dose d'économie. La dose d'économie. Dose, c'est Nicolas Dose. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Alors, on va parler du dossier agricole, bien sûr. 400 millions d'euros. Vous m'avez dit le chiffre ce matin, j'ai trouvé ça un peu léger. L'unité de mesure, c'est le milliard. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est quand même un demi-milliard d'euros. Ouais. Mais on s'était habitué, c'est ce qu'on disait ce matin, pour sortir de la crise des Gilets jaunes, on sort 17 milliards quand même, à l'époque. 17 milliards d'euros. C'est là où Jean-Marc Daniel avait dit que l'unité de dépenses, c'était le Macron. Le Macron. C'était 17 milliards. Voilà. Là, on est très loin du Macron. Mais le problème, c'est que si vous avez demain le BTP qui dit nous, ici, on a des problèmes et qu'on leur sort 400 millions, et puis que vous avez une autre profession qui vous dit nous, on a des problèmes aussi de normes et de différences de contraintes environnementales entre les États. Vous n'avez pas 400 millions et puis au bout d'un moment, ça fait un Macron, on est d'accord. Ouais. Donc, voilà. plus à la fin, plan... on aura un Macron. Oui. Ouais, plus qu'un plan d'urgence, c'est aussi un vrai virage politique. Oui, alors j'y vois un virage politique parce que là, on vient d'atterrir. Et l'atterrissage, il est brutal. Si vous prenez toute la séquence qui vient de se dérouler, voilà, c'est la fin du mois qui l'a emporté sur la fin du monde. Le dernier événement en date, c'est l'annonce très inattendue de la pause sur le plan Écophyto. Ce plan Écophyto, c'est Nicolas Sarkozy qui le lance avec tambours et trompettes. Et puis François Hollande remet le couvert. Et puis Elisabeth Borne remet le couvert. Et bam, on arrête le fameux plan qui visait à réduire de 50% l'usage des pesticides en France. Allez, on prend un peu quelques jours en avant. On décide de renoncer au coup de rabot sur la niche fiscale du gazole non routier. Ça passe pas. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Le BTP est venu toquer. Et on leur dit, on va vous compenser, vous aussi. Deuxième recul. Troisième recul. On nous dit que les puits de carbone, c'est un élément central de la transition verte. Et donc, la question du zonage des zones humides est absolument essentielle. Hop, on fait pause sur les contraintes liées aux zones humides parce que ça passe pas, les agriculteurs ne s'en sortent pas. On vous fabrique un gendarme du vert absolument incroyable qui s'appelle l'OFB, l'Office français de la biodiversité. On lui met une petite aile avec les préfets, histoire de pouvoir décider ce que fera l'OFB en fonction du problème d'un préfet ici ou de la difficulté d'une région là. Et en fait, c'est clairement un virage anti-vert et qui est quasi assumé à demi-mot par l'exécutif. Le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, il nous a dit tout récemment dans son discours de politique générale, il n'y a pas d'écologie contre le peuple. Tiens, il n'y a pas d'écologie contre le peuple. On prend Emmanuel Macron, c'était au mois de septembre, on va faire de l'écologie à la française. C'est l'écologie qui lave plus blanc que blanc, qui est plus verte que verte, qui va surtransposer les normes pour toujours en faire plus et être un super bon élève. Le même Emmanuel Macron, au début du mois de janvier, il va nous dire on va faire une écologie de bon sens. C'est le en même temps, ça. Oui, c'est le en même temps écologique. Il y a clairement aujourd'hui un atterrissage. Je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, mais il y a un atterrissage assez douloureux par rapport aux engagements verts de la nation et à la réalité de ce qu'on va véritablement être capable de mettre sur pied. Et ça, c'était inévitable. Je pense que c'était inévitable. Vous savez, l'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est vraiment hyper. Donc l'énergie est quelque chose de central. La transition énergétique qui est devant nous, c'est un bouleversement copernicien. Est-ce qu'on peut faire ça contre l'acceptation des ménages et des entreprises ? Est-ce qu'on peut faire ça contre les gens ? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire ça, sachant qu'on fait des perdants, si on n'a pas installé les systèmes qui permettent de compenser les perdants ? Pour les accompagner dans le mouvement. Et on sait très bien que ça s'appelle la fiscalité du carbone avec un système redistributif tel que l'a conçu l'économiste anglais Arthur Pigou avec un système de redistribution. C'est pas prêt aujourd'hui, on l'a bien vu avec les gilets jaunes, il n'y avait pas de méthode de compensation. Est-ce que je peux dire, oui, mais le vert est prioritaire, parce que quand on aura tous cramé, on sera tous morts, tant pis, je vais faire un strike sur le secteur de la construction, tiens. Et puis les agriculteurs, pareil, parce que vous comprenez, la priorité, c'est la planète. Mais est-ce qu'on peut se permettre d'aller aussi vite au point de mettre en péril des pans entiers de l'activité ? Et finalement, on se rend compte que souvent, il y a une espèce de précipitation du temps politique qui est assez déconnectée de la réalité avec laquelle le terrain va pouvoir assumer la transition qu'on lui impose et c'est un mot important. Il va falloir que vous passiez tous à l'électrique. Vous avez des agriculteurs qui vous montrent des parcs machines agricoles pour lesquels il n'y a pas de solution à part du thermique. Ça n'existe pas. Oui, techniquement, c'est pas possible. Passer au tracteur électrique ou au tracteur à éthanol, ok, très bien, le tracteur à éthanol, c'est 120 000 euros de moyenne. Le prix, le tracteur normal, c'est 60 000 euros. Difficile de dire à un exploitant qu'il va falloir tout basculer dans des temps relativement précipités. Je comprends qu'on dise qu'on ne peut plus rentrer avec n'importe quel véhicule dans un centre-ville, parce qu'il faut vraiment sortir du tout-voiture dans les villes, et donc on va vers les ZFE. Mais la rapidité avec laquelle ça s'impose dans l'agenda ne correspond pas avec la rapidité avec laquelle certains ménages peuvent changer de voiture. C'est très bien. On décide qu'on va imposer un diagnostic des logements. Et le DPE, c'est une directive européenne. Vraiment, il y a un esprit un peu timbré en France qui a rajouté une norme. On va effectivement faire ce que nous demande l'Europe,
Mais on va ajouter un truc. C'est-à-dire que si tu es mal noté, tu peux plus louer en 2025. On n'est pas obligé, si vous voulez, d'avoir une telle déconnexion par rapport à la réalité. Et en fait, si vous voulez qu'il y ait une transition verte, il faut que l'économie dans son ensemble, les ménages d'un côté, les entreprises de l'autre, il faut que tout ça soit fongible dans la transition verte. Et bien aujourd'hui, ça ne l'est pas. Vous remarquerez que les Américains font exactement le contraire. Nous, on a installé une transition verte qui repose sur l'écologie punitive et les interdictions. Les Américains, ils ont peut-être plus de marge de manœuvre budgétaire que nous, c'est vrai, parce qu'ils ont le dollar, mais ils ont installé une transition énergétique qui repose beaucoup plus sur l'incitation, non pas faite d'interdiction, mais faite d'investissement. Et je pense que c'est la réflexion de fond qu'on doit avoir par rapport à la manière dont on mute une société, plutôt que d'aller mettre des péages à 225 € les 6 heures pour les SUV, enfin, les parkings. Là. Il faudrait bien se demander comment est-ce qu'on va enfin réussir à drainer l'épargne européenne vers le financement de nos enjeux. Alors, au milieu de tout ça, bon, les enjeux agricoles. Moi, il y a une problématique qui me parle excessivement fort. C'est ce mot des agriculteurs, des paysans qui disent l'Europe autorise l'importation de produits que nous, on nous interdit de fabriquer dans ces conditions. Ça, c'est complètement... Gabriel Attal, il semble opposé à l'accord de libre-échange avec le Mercosur, qui est précisément dans ce genre de problématique. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, fondamentalement, prendre une direction contraire au libre-échange, voire potentiellement protectionniste, l'histoire nous a prouvé que c'est forcément négatif pour une économie et pour une nation. Et en fait, l'histoire que je raconte sur le Mercosur, ça rejoint ce que je disais avant. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est le 3e excédent commercial de la France. Derrière les avions, derrière le luxe. Ça veut dire que... on s'est tiré une balle dans le pied si on se dit qu'on se replie sur nous-mêmes pour l'agriculture. Complètement. Et on ne va pas dire à Airbus ou à LVMH, maintenant vous allez travailler uniquement avec les acheteurs français. Oui. C'est juste impensable d'imaginer un truc comme ça. Et indiscutablement, la concurrence que vous décrivez de produits qui sont réalisés et conçus avec 0 normes environnementales à peu près et l'autorisation de globalement tous les produits phytosanitaires qui sont interdits chez nous, c'est une situation intenable pour les éleveurs français. Et là, encore une fois, on a une solution qui est le mécanisme d'ajustement aux frontières, pour dire que, OK, il y a des empreintes carbone qui ne sont pas compatibles avec une juste concurrence. Et bien dans ces cas-là, il va falloir mettre un mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est-à-dire une taxe carbone. Mais le problème, c'est que la taxe carbone, derrière, ça fera monter le prix du consommateur. Alors on n'arrive pas à l'arbitrer, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et en fait, on se rend compte que on n'est pas prêt à faire une transition écologique à l'américaine, et donc on continue à la faire à l'européenne. Et bien là, elle a pris un coup dans l'aile, la transition énergétique, parce qu'il a fallu revenir sur le plancher des vaches, c'est le cas de le dire, revenir à la réalité de ce que la société, l'économie peut encaisser ou ne pas encaisser. Merci. Voilà l'idée. Merci.